Bienvenue à ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter pour cette session de 1 heure sur le médicament que nous avons intitulé Une épée de Damoclès dans le parcours de soins du patient. On va vous expliquer pourquoi ce titre un peu inquiétant. Donc d'abord, on va se présenter. Donc moi, je suis donc Marie-Christine Moche, je suis médecin et je suis gestionnaire de risque depuis de nombreuses années et je m'occupe de la prévention médicale. Et donc, je vais jouer l'intervieweur pour cette petite session de formation. Et puis, Edith, donc, Edufay est pharmacien, donc Voilà. on se connaît de longue date. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours et pourquoi on est ensemble ce soir? Oui, je suis pharmacien hospitalier, donc au centre hospitalier de Lunéville. Et tout ce qui tourne autour du médicament m'intéresse et forcément, ça commence par les effets indésirables et puis pour se rendre compte très vite que ça va bien au-delà. Donc, je me suis intéressée aux erreurs médicamenteuses, à l'iatrogénie et puis après surtout aux organisations, comment faire pour que justement ces erreurs médicamenteuses surviennent moins parce que ça... contrairement peut-être aux effets indésirables, c'est quelque chose qu'on peut éviter et à partir de là, tous les processus de prise en charge, ville, hôpital, m'intéressent. Donc, tu as pas mal travaillé avec la HAS, entre autres, mais pas que, bien sûr. Hein. Oui, la commission de certification et notamment sur la fameuse référence concernant le circuit du médicament, au départ qui était appelé comme ça. J'avais détesté ce titre parce que c'était quelque chose d'un peu logistique, alors qu'en réalité, c'est une dimension clinique qui nous intéresse. Et voilà, l'HAS et puis maintenant le conseil scientifique de l'assurance maladie. Très bien. Donc, pour commencer, peut-être que, tu viens de dire, et je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent bien, le médicament reste un vrai sujet en ce qui concerne les événements indésirables, mais il y a aussi pas mal de choses qu'il faut éclaircir sur le vocabulaire, puisqu'on met beaucoup de choses sous cette terminologie d'erreurs médicamenteuses. Donc, on va peut-être définir un petit peu le champ pour savoir de quoi exactement on parle. Donc, un petit peu de définition. À commencer, un peu de définition. Donc, il y a aisément une confusion qui s'installe entre les différents termes événements indésirables, effets indésirables, erreurs médicamenteuses. Alors, événements indésirables, hein, il faut savoir que c'est vrai, les professionnels de santé ont tendance à assimiler l'événement indésirable à ce qui est une conséquence néfaste qui survient chez le patient. Mais il faut savoir aussi qu'événement indésirable, ça peut être ce qui a produit cette conséquence néfaste chez le patient et en général, c'est une altération dans les organisations, dans le processus de prise en charge. Donc, on voit très bien qu'un événement indésirable, c'est aussi ce que l'on peut mal faire au cours d'un processus de soins, de prise en charge, mais aussi finalement la conséquence, ce que l'on observe chez le patient, la conséquence de ce que l'on a mal fait. Voilà, donc ça c'est l'événement indésirable et il existe une nouvelle définition de sa gravité qui a été récemment réglementée dans le cadre du signalement des événements indésirables graves dans les ARS et à l'HAS. Donc là, c'est tout simplement 3 conséquences. Le décès, la mise en jeu du pronostic vital et également le déficit fonctionnel permanent, donc avec l'anomalie, la malformation congénitale. Donc c'est plus restrictif que la définition qui était adoptée précédemment. En tout cas, c'est celle qui s'applique au passage à la déclaration obligatoire que l'on a Tout maintenant. À fait. De faire cette déclaration sur un portail national. Tout à fait. Ça répond vraiment à cette définition-là, mais on peut aussi dire que ça peut aller aussi au-delà quand on fait du repérage d'événements indésirables graves. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on confond souvent les erreurs médicamenteuses, les événements indésirables graves et puis les effets indésirables. Oui. Donc, on peut être un peu plus loin dans les définitions. Alors, l'effet indésirable est un événement indésirable, mais elle a la particularité de s'attacher aux médicaments. Donc, elle est très bien définie et de longue date comme étant la réaction nocive et non voulue due à l'utilisation d'un médicament. Il faut savoir que la pharmacovigilance, quand elle avait formalisé la première définition de l'effet indésirable, précisait que c'était lorsqu'on utilisait le médicament parfaitement bien,
les conditions normales d'utilisation et malgré le fait que ce soit bien utilisé, le médicament était bien prescrit, bien délivré, bien administré, les professionnels avaient fait ce qu'il fallait, eh bien, il survenait une réaction chez le patient due à son terrain, sa pathologie, et qui faisait qu'à un moment donné, lorsque cette fréquence est trop élevée, on s'interroge sur le bien fondé de ce médicament. Doit-il continuer à exister ou faut-il le retirer du marché? Donc ça, c'est l'effet indésirable. Alors, si on passe la diapo suivante, vous verrez que l'erreur médicamenteuse, elle, est également un événement indésirable. L'effet indésirable, c'est bien une conséquence chez le patient. L'erreur médicamenteuse, là, c'est un événement indésirable qui affecte le processus de soins et son organisation. Donc, il y a une définition très précise, institutionnelle, nationale et même internationale. Omission ou réalisation d'un acte non intentionnel survenu au cours du processus de soins qui implique un médicament. Et c'est là qu'on peut faire la confusion parce qu'une erreur médicamenteuse peut très bien ne rien générer, elle est juste un risque pour le patient. Heureusement, elle a été interceptée et donc le patient n'en subira pas de conséquences. Mais par contre, lorsque cette erreur atteint le patient, eh bien, il peut survenir des conséquences jusqu'au décès du patient. Donc on voit bien qu'il y a le temps dans le processus qui est défaillant, et c'est l'erreur médicamenteuse, et il y a la conséquence chez le patient, qui peut être un effet indésirable, mais pas seulement. Parce que lorsqu'on omet de traiter un patient, il ne survient pas d'effet indésirable. Il va décéder, c'est un événement indésirable, mais ce n'est pas un effet indésirable parce que ce n'est pas lié aux propriétés pharmacologiques intrinsèques du médicament. C'est une subtilité, mais elle est extrêmement importante parce que la particularité de l'erreur médicamenteuse, c'est qu'elle est évitable. Il n'y a pas à se poser de question si elle est beaucoup, un peu, pas du tout évitable. Elle est évitable parce qu'elle manifeste ce qui aurait dû être fait, qui ne l'a pas été, au cours de la prise en charge médicamenteuse d'un patient. On a un petit tableau récapitulatif pour reprendre tous ces éléments. Oui, alors on voit par exemple quand on prend les médecins, les pharmaciens, les infirmières prennent en charge un patient, il peut survenir des problèmes liés à la thérapeutique et parmi tous ces problèmes, eh bien, il peut y avoir des erreurs médicamenteuses qui sont interceptées à temps ou malheureusement pas, qui vont atteindre... j'espère qu'on n'a pas... non. Je ne sais pas si vous le voit. Mince alors, parce que vous avez que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Bon, pendant que tu cherches, je continue à expliquer, parce que même sans le schéma... Je ne sais pas si on nous entend toujours. Ah. Ah, voilà. Très bien, super. C'est technique. J'espère que vous nous entendez toujours. Donc, dans ce groupe de problèmes liés à la thérapeutique, il y a des défaillances, les facteurs humains, des facteurs organisationnels qui vont contribuer à la survenue d'une défaillance qui va se traduire par une erreur médicamenteuse. Et parmi ces erreurs médicamenteuses, certaines vont atteindre le patient, et au-delà du fait de l'atteindre, c'est qu'elles vont générer chez lui un dommage, ici on est dans le domaine juridique, un préjudice, et ce qu'on appelle l'événement indésirable médicamenteux. Donc une manifestation de conséquences qui survient chez le patient. Et parmi ces événements indésirables, certains, pas tous, sont des effets indésirables. Donc vraiment liés aux propriétés intrinsèques et pharmacologiques du médicament. Mais on peut très bien décéder alors qu'on a simplement oublié de traiter le patient. Le décès ne sera pas un effet indésirable, mais un événement indésirable, et cet événement associé à des erreurs médicamenteuses. Bien entendu, ces effets indésirables ou ces événements indésirables peuvent très bien ne pas avoir pour origine une erreur médicamenteuse. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là l'aléa thérapeutique médicamenteux. Faute à pas de chance, tout s'est bien passé, mais pour autant le patient réagit mal et risque la survenue d'un événement indésirable, voire d'un effet indésirable.
Donc c'est intéressant d'avoir aussi un peu de quantification sur tout ça. Alors, c'est quoi en fait les données chiffrées par rapport à toutes ces informations sur les erreurs médicamenteuses? Alors, ce qu'on a toujours appelé, mes confrères et moi qui nous sommes intéressés à la question, la Beautiful Study, c'est-à-dire celle qui permettait de mesurer la part des erreurs médicamenteuses et la part des événements indésirables, voire des effets indésirables, eh ben, elle n'existe pas et elle n'existera probablement jamais parce qu'à partir du moment où on détecte des erreurs, c'est quand même assez difficile de les maintenir pour voir si ça va jusqu'à la survenue d'un événement indésirable, conséquence chez le patient, ou d'un effet indésirable. Mais pour autant, des rapports et des études ont été construites, alors malheureusement avec des méthodologies très différentes, très variées, s'appuyant sur des définitions très différentes, très variées, ce qui fait qu'on a une amplitude dans les chiffres qui est assez impressionnante et qui fait que parfois, est-ce un phénomène important ou n'est-ce pas un phénomène important ? Donc, aux USA, ça monte jusqu'à 17% des hospitalisations qui sont causées par des médicaments. En Europe, on parle de 0,5 à 13%. Moi, ce que je pense qu'il est important de retenir, c'est que une partie de ces hospitalisations sont causées par des erreurs médicamenteuses et que dans 70% des cas, ces événements indésirables sont évitables. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut jouer. Parce que les effets indésirables, qu'on peut considérer comme des aléas thérapeutiques, à part le retrait du médicament, on ne peut pas faire grand-chose puisque tout a été parfaitement bien fait pour ce patient. Par contre, à partir du moment où nos processus ne sont pas correctement organisés ou que les facteurs humains ne sont pas pris en compte, là par contre, on peut peut-être s'améliorer et faire en sorte que ces erreurs médicamenteuses ne surviennent plus. Alors c'est un peu ce qu'avaient montré les enquêtes ENEIS de 2004 et 2009. Ouais. Alors elles sont un peu anciennes, sachant qu'il y en a une qui est en cours qui a redémarré là, donc on va voir si on a évolué ou si on a involué, on ne sait pas. Donc ces enquêtes avaient montré un petit peu ça, c'est-à-dire l'évitabilité importante quand même de ces événements. Tout à fait. Alors dans ces études ENEIS, il faut distinguer deux choses. Les événements indésirables graves qui ont causé une hospitalisation et les événements indésirables qui sont survenus en cours d'hospitalisation. Donc c'est la raison pour laquelle on parle en pourcentage dans le cas où on dit 3 à 5% des admissions dans les services de médecine et chirurgie ont été causées par un événement indésirable grave. Alors il faut se rappeler l'acte de soins invasifs, le médicament et puis l'infection nosocomiale, qui est quand même une conséquence d'un acte de soins mal conduit. Et parmi ces 3 à 5% d'admissions en médecine et chirurgie, la moitié sont dues aux produits de santé et le médicament est concerné dans 3/4 des cas. Les produits de santé pouvant être représentés par les dispositifs médicaux notamment. Pour ce qui est de l'hospitalisation, on s'exprime en journées d'hospitalisation. Combien de journées d'hospitalisation sont affectées par un événement indésirable grave? Et on voit que c'est presque 7 événements indésirables graves qui sont enregistrés pour 1000 journées. Et le médicament en est responsable pour 1/3 de ces événements indésirables graves. Ils sont évitables pour une part, toujours pour la même raison, parce que les processus de soins sont insuffisamment bien organisés et que les facteurs humains ont une influence sur la survenue de ces événements évitables. Donc ça a un coût tout ça. Oui. Donc là, c'est estimé pour en 2013 à 10 milliards, mais depuis, ça peut peut-être augmenter. Peut-être augmenter. Si on ne s'est pas amélioré, c'est sûr, parce que les coûts ne vont pas en diminuant. Et les médicaments que nous utilisons, je me rappelle quand j'ai commencé, on en avait de l'ordre du millime, du centime. Là maintenant, un médicament qui ne coûte pas 10 €, c'est plus un médicament à la limite. Oui, il faut qu'il coûte cher pour être efficace, à ce qui paraît. Enfin bon, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que ça a un coût énorme et c'est surtout après, derrière, la récupération de la situation en réanimation, en prolongation d'hospitalisation, en faisant une dialyse, une transfusion, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs, qui ont un coût, et ce coût est en grande partie évitable, et c'est peut-être là nos sources d'économie. Parmi une des sources d'économie, parmi d'autres. Oui. Alors on avait commencé cette... Mais pour le moment, elle est insuffisamment identifiée comme pouvant être une source d'économie, parce qu'il a existé longtemps un déni sur le risque lié aux médicaments.
Donc, c'est une prise de conscience, je crois que des années 2000, enfin récemment, et c'est une bonne chose parce que être une des 3 causes majeures d'hospitalisation ou de survenue d'événements courts d'hospitalisation, c'est quand même pas anodin. Oui, clairement. Donc, dans le titre, on parlait du parcours du patient. C'est vrai que finalement, le patient va avoir un lien, enfin, va avoir affaire avec le médicament tout au long de sa vie finalement. Pour ceux qui sont évidemment, mais on est tous plus ou moins à un moment donné touchés par le médicament. Et quand un patient va par exemple une maladie chronique, il va être en lien avec son médicament à plusieurs moments de sa vie, chez lui, avec son médecin traitant, avec son hôpital s'il va à l'hôpital, son EHPAD c'est dans une EHPAD. Et donc il y a tout un parcours finalement qui est de soins et dans lequel le médicament interfère. Donc là, on touche vraiment le cœur de notre sujet. Donc, l'organisation, tu as dit que l'organisation était souvent en cause dans les événements indésirables liés aux médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre un petit peu ce qui se passe et pour essayer de travailler sur ces circuits? Oui, tu as raison de parler de comprendre parce que, en fait, l'erreur médicamenteuse, quand on se donne les moyens d'apprendre à la caractériser, eh bien, il est plus facile après de réagir, beaucoup plus facile de réagir sur les causes qui ont amené la survenue de cette erreur et en conséquence de réagir aussi pour que l'événement qui s'est produit ne se reproduise pas. Donc cette caractérisation m'a paru importante. C'est vrai que la Société française de pharmacie clinique a porté des outils pour aider les professionnels à mieux appréhender ce qu'était une erreur médicamenteuse. Alors, je vous propose très brièvement de voir les 7 éléments de caractérisation d'une erreur médicamenteuse et qui vous permet à un moment donné de comprendre que ce n'est pas l'infirmière, le dernier maillon de la chaîne, celle qui va administrer le médicament, qui est forcément toujours celle responsable d'un processus défaillant, qu'elle porte trop souvent seule sur ses épaules. Alors on va les paginer les uns après les autres. Donc, oui. Alors le premier élément signifiant, c'est de se poser la question, quel est le produit de santé impliqué? Est-ce qu'il y avait un seul médicament? Est-ce que c'est 2 médicaments qui ont été confondus? Est-ce que c'est le traitement complet, par exemple, qui n'a pas été administré au patient ou administré au malade d'à côté? Est-ce que c'est tout un protocole thérapeutique, un protocole par exemple pour le cancer du sein qui a été donné à la place chez un patient qui est atteint d'un cancer bronchique, ou est-ce que c'est même un dispositif médical qui est impliqué, vous savez, les pompes à perfusion par exemple? Alors on utilise les classifications internationales pour les caractériser, ça me paraît important. Vous voyez sur la diapo d'après, je ne vais pas la détailler, mais vous avez les explications, si vous voulez revenir dessus, vous avez les explications pour bien comprendre la possibilité de choisir déjà en disant c'est un seul médicament, 2 médicaments, etc., qui sont impliqués. Déjà, ça clarifie, ça devient factuel et ça permet, autour d'une caractérisation d'une erreur médicamenteuse, d'éviter les jugements de valeur et d'être factuel dans les décisions qu'on va prendre. Donc cet outil dont tu parles, c'est un outil en fait qui a été C'est un outil, par la SFPC. Il est sur la SFPC, il est téléchargeable sur son site et je vous recommande vivement d'aller visiter et de regarder en fait plus précisément ces éléments. Et derrière cette caractérisation, il y a tout l'enchaînement qui consiste à aller regarder également parmi toutes les causes profondes et les facteurs contributifs, ce qui a aidé à la survenue de ces erreurs et comment on peut agir, quels sont les leviers pour éviter leur récidive. Donc au passage, on pourra mettre le lien sur le site après la conférence. Oui, ce serait une bonne idée. On mettra le lien sur le site de la SFPC pour que vous puissiez aller directement consulter ce travail. Donc deuxième élément. Alors deuxième caractérisation, c'est de se poser la question, quelle est la nature, on dit aussi le type d'erreur. Est-ce qu'on s'est trompé de patient? Est-ce qu'on a commis une omission? Est-ce qu'on s'est trompé de produits, de médicaments? Est-ce que c'est la dose avec une surdose ou une sous-dose? Est-ce que c'est dans les modalités d'administration que s'est nichée l'erreur? Est-ce qu'on s'est trompé de moment ou de durée d'administration? Vous voyez bien que par exemple, quand vous utilisez le méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde, vous savez très bien qu'une des erreurs extrêmement classiques, c'est une administration quotidienne de ce médicament alors qu'elle devrait être hebdomadaire et que quand malheureusement on ne détecte
détecte pas cette erreur tout de suite, c'est le décès du patient et il en arrive encore trop souvent en France. C'est quel type d'erreur? Eh bien, vous voyez bien qu'en fait, vous vous êtes trompé de moment d'administration. Vous l'avez fait tous les jours au lieu, par exemple, de l'avoir fait qu'une fois par semaine. On avance au 3e niveau. Voilà. Donc, vous voyez que paracétamol 500 mg suppositoire, vous êtes trompé, vous avez mis des comprimés, c'est une erreur de médicament. Ce n'est pas forcément grave, hein, mais ça s'appelle une erreur de médicament. Par contre, vous avez mis vos suppositoires par voie orale. Excusez-moi, mais je vous cite des cas authentiques, eh bien, vous êtes dans une erreur dans les modalités d'administration, trompé de voie. Et puis un médicament à la même dose, mais à des moments différents de la journée, c'est une erreur de moment de prise. Vous les retrouvez tous sur ce site de la SFPC. Le 3e élément signifiant, une fois qu'on a vu quel est le produit de santé impliqué et puis quel est le type d'erreur, eh bien, quel est le niveau de réalisation de l'erreur. Est-ce que c'est un risque d'erreur? Vous savez, quand on dit si on continue comme ça va mal se terminer. On a tous les événements possibles et inimaginables autour de la... on est en train de construire la survenue d'une erreur, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais par contre, ce niveau de réalisation passe au stade avéré. Et dans le stade avéré, il y a un moment qui est important, qui est le fait de l'avoir intercepté. Donc, on s'est fait peur. Mais il y a aussi le moment où, malheureusement, elle atteint le patient. Et là, pas de chance pour lui, ce sera avec conséquence. Avec un peu de chance, il n'y aura pas de conséquence parce que, encore une fois, sans doute et probablement intercepté à temps avant que se manifestent les fameux événements indésirables graves chez le patient. Donc, ça prêche vraiment pour travailler sur les facteurs de risque, les situations à risque et finalement les signaux faibles par rapport à un événement qui est prédictible en fait, parce qu'on a plein de situations qui heureusement n'ont pas touché le patient, mais qui finalement sont révélatrices d'une situation à risque. Voilà, et qui annoncent la catastrophe future si on n'y remédie pas. Et c'est sur celles-là qu'il faut s'interroger. Elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Donc, vous voyez là schématiser les 3 niveaux de l'erreur médicamenteuse qui est un risque. Et après, elle passe au stade d'erreur médicamenteuse avérée. Donc, elle s'est produite, elle a atteint ou pas le patient. Alors la gravité? Voilà, la gravité. Alors là, on est dans la gravité des conséquences de l'erreur qui sont observées. Vous pensez bien que si jamais on a intercepté l'erreur, les conséquences, elles n'existent pas. Donc, c'est le stade mineur. Significatif, hein, c'est à partir du moment où on commence à réagir et à surveiller le patient. Majeur, ben là, c'est par exemple la mise en œuvre d'un traitement correcteur où on hospitalise le patient, on prolonge son hospitalisation, on le met en dialyse. Critique, c'est le fameux atteinte fonctionnelle permanente chez le patient, et catastrophique, c'est le décès ou le pronostic vital. Ces 5 niveaux de gravité sont bien décrits par l'HAS. Ils ont simplement été utilisés pour être appliqués à l'erreur médicamenteuse. Donc, vous le voyez sur la diapo suivante. On les voit décrites, donc c'est facile de les utiliser et il faut savoir que, bien entendu, on peut utiliser cette même échelle pour se dire, mais si on n'avait pas intercepté cette erreur, que se serait-il passé? On arrête à temps la main du médecin qui va injecter en intratécal de la vincristine. Vous savez que c'est un geste mortel. On l'arrête à temps. Et bien, c'est formidable parce que la conséquence, c'est mineur. Mais si on se pose la question, et quelles conséquences cela aurait été pour le patient si on n'avait pas intercepté l'erreur, eh bien, on aurait pu répondre catastrophique. Et c'est ça qui doit nous faire réagir sur la sélection des erreurs médicamenteuses à analyser. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser à la fois les erreurs avérées qui vont aboutir à une conséquence sur le patient, mais aussi les situations à risque, ce que tu viens d'expliquer, qui sont porteuses de tout un tas de causes, qui, si on les traite maintenant, permettront de ne pas aller à l'erreur finalement. Tu as tout à fait raison, et c'est du coup la raison pour laquelle on arrive sur le 5e élément signifiant, c'est qu'on va vous obliger à vous poser cette question, est-ce que l'erreur médicamenteuse est porteuse de risque? Et c'est bien répondre à, si on n'avait pas arrêté cette erreur médicamenteuse, que se serait-il vraiment passé? Et si vous répondez, la conséquence est majeure, critique ou catastrophique, vous savez que vous êtes en face d'une erreur médicamenteuse porteuse de risque. Évidemment, si ça aurait été sans conséquence, on s'est trompé de moment d'administration dans laxatif, bon, ça peut être gênant, mais on voit très bien qu'elle n'est pas porteuse de risque, sauf si c'est une fréquence
importante, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand on se trompe tout le temps de moment d'administration, Oui, c'est qu'il y a un problème dans nos organisations et que la prochaine fois, ça sera avec un médicament dangereux. Après, il y a aussi des situations où le médicament en cause n'est pas un médicament en soi dangereux, mais on se dit que si dans une situation identique, on avait un médicament plus efficace, ben, on aurait quand même une situation potentiellement à risque. C'est ça. Ça peut être révélateur de tout ça. Donc, il ne faut jamais toutes les écarter. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se donne les moyens de les repérer, ces erreurs médicamenteuses, elles sont tellement nombreuses que il faut à un moment donné profiler les erreurs médicamenteuses pour les sélectionner et s'en intéresser de plus près. C'était le petit tableau sur le portage du risque. Vous voyez, la question est particulièrement claire. Est-ce qu'une erreur médicamenteuse de même nature, impliquant le même médicament, pourrait avoir des conséquences cliniques graves? Oui ou non? Et vous savez du coup si vous avez une erreur médicamenteuse porteuse de risque. L'avant-dernier élément signifiant, c'est quand est-ce que survient l'erreur médicamenteuse. Et très souvent, on dit l'administration, surtout quand c'est grave. Non, il faut remonter dans le processus, parce qu'avant administration, il y a dispensation, prescription, il y a identification du patient, mais il y a aussi le fait que ce processus revient en boucle. C'est-à-dire que quand on fait un suivi thérapeutique, il faut le prendre en compte et recommencer une prescription, parce qu'il faut changer, les résultats biologiques imposent une adaptation de la prescription. L'information aussi est une étape. On peut avoir été particulièrement mal informé et du coup générer une prescription erronée, une dispensation erronée, une administration qui va malheureusement atteindre le patient. Et la logistique des produits de santé également. Alors par logistique, c'est par exemple le stockage des produits de santé. Tout le monde a peut-être en tête encore cette erreur médicamenteuse qui était survenue. Alors, je ne sais plus quel est l'hôpital, le nom m'échappe, mais c'était une perfusion de chlorure de magnésium qui avait été faite à la place d'une nutrition parentérale chez un enfant de 6 ans qui était décédé. Voilà, vous voyez donc tout ça parce que les produits fabriqués se ressemblaient, étaient stockés, mélangés, et que l'infirmière n'a pas pris le bon médicament à ce moment-là. Mais on voit tout de suite qu'au-delà de l'administration erronée, il faut remonter en amont sur des étapes précédentes. La prescription était satisfaisante, la dispensation était incorrecte, l'administration ne l'a pas été, et il n'y avait pas eu d'information sur ces produits qui ont le même étiquetage, qui se ressemblent terriblement. Et voilà. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que la phase administration est la phase la plus porteuse de risque, mais notamment parce que dans la préparation des médicaments, l'administration, il y a souvent des interruptions de tâches, mais on ne pense pas que le médecin, quand il fait ses prescriptions sur son informatique maintenant, quand il est interrompu, il peut être à l'origine d'une erreur qui va peut-être ne pas être récupérée tout au long de la chaîne. Donc il y a autant à apporter d'attention sur le travail de prescription du médecin, sur ces erreurs potentielles, que sur l'administration du médicament finalement. Tout à fait. Et dans la prescription du médecin, il y a le temps de la décision médicale, où à un moment donné une erreur peut être faite, mais aussi, et c'est important d'en prendre conscience, le temps de la rédaction ou de la saisie informatique. Et à l'heure actuelle, il y a de nombreux articles qui montrent à quel point les logiciels contribuent à la survenue d'erreurs médicamenteuses, qui se reconduisent à l'étape de dispensation, qui se poursuivent à l'étape d'administration. C'est pour ça, quand vous avez identifié l'étape initiale, et vous allez voir diapo suivante, que ces étapes sont décrites en sous-étapes. Si vous prenez la prescription, on voit bien qu'il y a le temps de la décision médicale et le temps de la formulation. Et vous voyez aussi que la dispensation, il y a le temps de l'analyse pharmaceutique, souvent elle n'est pas faite d'ailleurs, la préparation, qui peut ne pas avoir été correctement conduite, ou la délivrance. Eh bien, quand vous en arrivez à identifier cette étape initiale, posez-vous la question, diapo suivante, de quelles sont les étapes suivantes de la prise en charge médicamenteuse qui sont également concernées. Vous avez la première, ça s'est passé au moment de la délivrance des médicaments à la pharmacie, par exemple, mais ça s'est poursuivi, l'information n'a pas été correcte, l'administration n'a pas été correcte, le suivi, parce que parfois ça dure longtemps, le suivi biologique annonce qu'il y a un problème, personne ne prend en compte le résultat, et ça se poursuit, ça se reconduit en tant que de besoin. Donc c'est extrêmement intéressant de se poser la question, quelles sont les autres étapes au cours desquelles l'erreur se reconduit, et jusqu'où arrive-t-elle? À l'administration, et elle atteint le patient? Oui, non. C'est important, donc vous avez encore un autre outil, enfin je ne sais pas si je l'ai mis, oui je l'ai mis, et là il suffit de cocher toutes les étapes et vous verrez que du coup il n'y a pas que la première étape
ça peut aller loin. Et quand on arrive à l'étape d'administration, c'est là que tout devient dangereux pour le patient. Alors là, c'est là qu'on en aura plus tard, mais c'est là que le patient peut aussi avoir son rôle Oui. pour éviter de se retrouver dans une situation d'erreur, parce que lui aussi, il peut récupérer finalement une erreur in extremis avant qu'on lui administre le médicament. Oui. On en reparlera peut-être après, mais c'est Oui, oui. vrai que Mais cette étape-là, il faut la négliger non plus. non, il ne faut pas la négliger. Il y a un magnifique film de l'AP de Paris, Que reste-t-il de nos erreurs, qui montre bien à un moment donné le rôle des parents. Parce que bon, on parle dans ce film-là de 3 erreurs médicamenteuses survenues chez des enfants. Et on voit que au cours de ce film, comment les patients, la famille, les aidants, les parents ont été interpellés par des choses qui ne se déroulaient pas normalement et qui pour autant, la façon dont ils ont interpellé le médecin ou l'infirmière n'a pas été prise en compte. Donc ça aussi, c'est à la fois rendre l'environnement du patient et le patient lui-même acteur de sa santé, mais après, c'est aussi savoir l'écouter. Hein. Une fois qu'on l'a éduqué, il a des choses à dire et peut-être que du coup, il devient un élément d'alerte. C'est ça, il faut savoir l'écouter. Il faut savoir Et l'écouter. prendre en compte ce qu'il nous dit comme quelque chose, comme un élément de sa compétence personnelle sur le sujet. Oui, Ouais, oui, oui. Et ce n'est pas parce qu'ils ont 94 ans qu'ils ne savent pas ce qui est bien pour eux ou pas bien pour eux. Mais ils l'expriment d'une façon différente. Vous voyez, quand un patient bénéficie d'un traitement anti-parkinsonien, lui, il ne vous dira pas qu'il ne veut pas trembler. Lui, il vous expliquera qu'il voudra pouvoir préparer son café sans le renverser. Donc, il a une autre façon d'exprimer son problème et une autre façon d'exprimer ses risques. Voilà, il faut se mettre dans la bonne empathie. Oui. Alors, il y a une question de Claire, là, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Donc, elle exprime la difficulté à utiliser les échelles de gravité. Donc, je ne sais pas si tu as bien compris la question. Si. Alors, mais c'est tout à fait exact. Très souvent, quand on fait de la dispensation, il y a une prise de médicament qui est erronée. C'est vrai. Vous savez, moi, je me suis amusée à faire un calcul à partir des publications et de ce que j'observe chez moi, puisque j'enregistre les erreurs. Voilà. Si on compte le nombre d'erreurs qui surviennent en France dans nos établissements de santé, je ne parle pas du médico-social et je ne parle pas de la ville, quel que soit le type d'erreur, c'est plusieurs centaines de millions d'erreurs. Et parmi ces erreurs-là, il y a celle que vous décrivez, Claire, qui est c'est sans conséquence. Et ça vous embête de dire que c'est sans conséquence. Mais rappelez-vous quand même que vous devez vous poser, et c'était le 5e élément signifiant, la question de savoir, mais si ça s'était poursuivi, si on avait continué comme ça, que se serait-il passé? Et souvent dans nos hôpitaux, les erreurs ne durent qu'une journée. Pourquoi? Parce qu'on a des infirmières merveilleuses, parce qu'on a des médecins attentifs et parce qu'on a des pharmaciens qui se battent pour mettre en place la délivrance nominative. Mais quand il retourne à domicile, il est un peu plus seul. Et là, c'est quand même là qu'on voit survenir tous les problèmes et le fameux risque de réhospitalisation, dont on parlera tout à l'heure. Oui. Donc oui, c'est vrai que c'est gênant d'utiliser cette échelle de gravité parce que vous aurez... Mais c'est une pyramide. C'est une pyramide. En bas de l'échelle, vous avez toutes les erreurs médicamenteuses qui ne provoquent rien et il y en a des millions. Et puis vous avez malheureusement celles qui provoquent des décès et à l'heure actuelle, c'est entre 10 et 30 000 décès par an dus aux médicaments. C'est assez énorme. Alors, comme c'est réparti sur tout le territoire, sur tous les hôpitaux, et même quand ça survient plusieurs fois dans un hôpital, c'est pas dans le même service, et c'est pas avec les mêmes médecins, c'est pas avec les mêmes infirmières, on a très clairement le sentiment que ça n'arrive pas souvent. Mais voilà, il faut vivre avec ça. C'est pour ça qu'il y a eu un déni sur l'erreur médicamenteuse pendant si longtemps. Et, vous savez, c'est quelque chose qui a été compris début des années 2000, mais ça a été... très difficile de faire passer le message à l'époque. Les erreurs médicamenteuses, me disait-on, n'existent pas. Alors maintenant, on voit qu'elles existent. On a parcouru le chemin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, finalement. Pourquoi on n'a pas progressé? Mais si, quand même. Si. Mais sur les histoires d'erreurs, on peut aussi réfléchir à certaines erreurs qui paraissent anodines au sens où les conséquences sont peu graves. Quand on les regarde et qu'on a le sentiment quand même qu'on a une situation pédagogique et qu'on peut s'en servir pour des médicaments qui, évidemment, pourraient avoir une conséquence beaucoup plus grave. Donc ça, c'est forcément... Il n'y a pas forcément de recette miracle, mais c'est de réfléchir aussi sur ce que l'on voit. Et puis d'utiliser celles qui paraissent vraiment pédagogiques pour en tirer du retour d'expérience finalement.
Et c'est peut-être mieux de retirer du retour d'expérience sur une erreur qui finalement qui est un presque accident, que de faire du retour d'expérience sur un accident grave qui a entraîné le décès du patient. Oui, je voudrais vous raconter très brièvement une petite histoire qui est arrivée dans notre établissement. L'urologue prend en charge un patient qui est atteint de cancer, mais qui souhaite continuer à avoir des relations sexuelles au sein de son couple. Et pour ça, il va utiliser un médicament, l'alprostadil, pour obtenir l'érection de la verge de son patient. Il va se tromper de dosage. Il ne donne pas le bon et va provoquer un priapisme. Ce patient, finalement, a eu un très bon souvenir de cette erreur médicamenteuse. Elle n'est arrivée qu'une fois. Elle est arrivée une fois avec un médicament qui était quand même dangereux. C'est vrai que s'il avait eu un comprimé de paracétamol en plus, ça n'aurait pas été très dangereux, mais le jour où on se trompe avec un dosage de 14 fois supérieur, eh bien, on peut tuer un enfant. Et ça ne sera arrivé qu'une fois. Mais oui. Donc, il y a une question de Bernard qui nous demande si on a du chiffre sur les never events médicamenteux en France. Eh bien, on va en avoir. On va en avoir. En fait, quand le concept de Never Events est arrivé à l'ANSM et qu'il l'a porté, c'est vrai qu'ils sont dans la logique du signalement des erreurs médicamenteuses, des effets indésirables des médicaments et de ces médicaments à très haut niveau de risque, comme la morphine, l'insuline, les chimiothérapies et puis les médicaments qu'il faut donner chez l'enfant. Mais malheureusement, c'est très difficile, ça a été très difficile et c'est toujours difficile de faire un état des lieux parce que le signalement, vous savez bien qu'il n'est pas si extraordinaire que ça, mais il y a une réglementation maintenant qui impose le signalement des événements indésirables graves, et notamment dus aux médicaments, et donc on retrouve les fameux Never Events, et on va voir prochainement la part qu'ils occupent. D'ores et déjà, parce qu'on est dans ce groupe de travail à l'HAS, on sait qu'ils représentent une grosse part des événements indésirables graves qui sont signalés à la haute autorité de santé, via les ARS et donc via les professionnels de terrain. En petite précision, donc depuis la création du portail national en fin 2016, donc les événements graves doivent être déclarés sur ce fameux portail en 2 temps. En premier temps, où on déclare rapidement l'événement. Deuxième temps, 3 mois plus tard, où on apporte des compléments d'information. Les ARS traitent ces cas. Une fois que c'est traité, clôturé, ils envoient à l'HAS. Et donc l'HAS, anonymement bien sûr, récupère finalement de la statistique sur tout ça. Et donc toutes les deux, on fait partie de ce fameux groupe de travail EIG-HAS. Et on reçoit effectivement ces événements. Donc on aura peut-être bientôt du chiffre. Demain, on en aura, oui. Demain, on aura des données, oui. Alors, c'est une grande affaire. Hein. C'est le début d'une grande aventure, il faut dire. Je pense aussi. Oui. Donc, on va passer à... Alors, attendez, une petite autre question. Donc, de Christine. Donc, par rapport aux erreurs de prescription et à la relation ville-hôpital, à développer avant nous une visibilité sur la disponibilité d'un DMP effectif du patient. Et puis, je pense que je l'ai mal à dire. Et général, c'est ça. Généralisé. Ou généralisé. Ah, pardon. Généralisé, oui, tu as raison. Alors, chère Christine, l'assurance maladie s'est vue confier le DMP. Donc, et quand on dit confier, ça veut dire qu'il faut reprendre le problème, il faut se donner les moyens de le faire exister, il faut se donner les moyens de l'implanter et il faut se donner les moyens de l'utiliser et derrière l'utilisation, de le partager. Eh bien, un jour, il sera en place, ça c'est sûr. Il n'y a pas de raison parce que d'autres pays sont arrivés, des pays plus grands que nous. Alors peut-être que c'est parce qu'ils sont plus grands qu'ils ont plus de moyens, mais des pays plus petits. Alors c'est peut-être parce qu'ils sont plus petits que c'est plus facile. Nous, on n'a pas de chance, on est entre les deux. Mais voilà. Cela étant, vous avez raison de dire qu'il y a un lien entre le dossier médical patient et son rôle de barrière dans les erreurs de prescription, notamment entre la ville et l'hôpital. La ville communique insuffisamment ses données vers l'hôpital et
dans le sens inverse, et merci parce que vous avez fait une magnifique introduction. Transition du sujet suivant. Et effectivement, de l'hôpital vers la ville, on n'est pas meilleur. Donc, le DMP pourrait être un élément fortement contributif de la diminution des erreurs de prescription, c'est sûr. Donc, c'est bien, vous avez fait la transition parfaite. Elle est parfaite, donc, Christine. On avance petit à petit sur notre sujet, c'est-à-dire... finalement, effectivement, dans tous les processus, on va dire que finalement les événements graves, ils arrivent aux interfaces. Et ben, ça nous pas là aussi, puisque c'est le parcours de soins du patient, c'est finalement au point de transition que se situent les problèmes. Oui. Et particulièrement entre la ville et l'hôpital, dans les deux sens, évidemment. C'est pour ça qu'avec Marie-Christine, on a ciblé la problématique des erreurs médicamenteuses. Parce que, en fait, nous sommes générateurs de ces erreurs et derrière ces erreurs, donc des conséquences, événements indésirables, voire effets indésirables chez le patient associés aux médicaments. Dans les parcours de soins, c'est surtout le patient qui arrive aux urgences de façon non programmée. Mais pour autant, je peux vous certifier qu'un patient qui vient 3 fois par semaine dans un centre de dialyse ou un patient cancéreux qui vient toutes les semaines ou tous les 15 jours dans son établissement pour une cure de chimiothérapie sont des patients qui sont à la fois en ville et à la fois à l'hôpital. Et que le patient ait insuffisamment le lien entre ces deux secteurs d'activité et ces deux groupes de professionnels de santé. Le système d'information sont immatures et dans le cas de l'urgence, le médecin traitant ne sait même pas que son patient ne va pas bien et est allé à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous envoie comme information? Et vous, vous devez le prendre en charge dans votre hôpital sans vraiment savoir tout ce que prend le patient comme médicament. Et croyez-moi, il en prend beaucoup. Il en prend beaucoup, il en prend qui sont prescrits, il en prend en auto-médication et ce qu'il fait aussi, le patient, c'est qu'il ne prend pas ses médicaments prescrits. Ça, c'est peut-être encore le plus gênant. Donc, avec tout ça, on est en train de construire des situations terriblement délétères, mais dont on est en train de prendre conscience de l'importance. Alors, il y a pas mal on a quelque chose sur l'hospitalisation. Voilà. Alors, le problème en France, c'est l'hospitalisation et la réhospitalisation. Il se trouve que quand on a été hospitalisé, on a beaucoup de chances d'être réhospitalisé. Et quand on voit en France ce qui se passe en termes d'hospitalisation, alors vous avez donné de l'OCDE sur votre écran, vous avez les sorties d'hôpital, rapportées à 1000 patients, les données 2009, mais quand on parle d'une sortie d'hôpital, c'est qu'il y a eu hospitalisation, et vous voyez que la France arrive en tête, et quand on voit le Canada, avec 84 hospitalisations par rapport à 263, alors, il faut tout relativiser, mais cela étant, ça veut dire qu'on a vraiment un problème important, parce que l'hospitalisation ou la réhospitalisation a un coût en France. Donc, à partir de là, posons-nous des questions. Que se passe-t-il quand le patient arrive à l'hôpital? Qu'en est-il de ces médicaments? On fait déjà le constat que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il a comme traitement. Parce que vous voyez sur ce tableau qui récapitule une expérimentation de la Haute Autorité de Santé, on voit que pour 22 863 patients qui ont été hospitalisés dans 8 établissements de santé différents, ils présentaient au total 21 320 erreurs médicamenteuses. Ça veut dire qu'on peut schématiser un patient, une erreur médicamenteuse à l'admission. C'est des patients qui arrivaient via les urgences et la plupart, 50% de ces erreurs médicamenteuses sont des omissions de prescription du médecin hospitalier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'information venant de ville. Diapo suivante, on va continuer. Vous voyez qu'en plus de ça, le patient est formé content de sa sortie d'hospitalisation parce que dans les enquêtes de satisfaction via ISATIS, vous savez, c'est l'outil de la Haute Autorité de Santé, on voit que la sortie d'hospitalisation est très mal perçue par le patient, et notamment d'ailleurs l'information qu'il reçoit sur les médicaments, si on détaille les sous-niveaux de la satisfaction. Si tu me passes la diapo suivante. On voit que ce n'est pas mieux pour le médecin généraliste. Voilà, on va voir que ce n'est pas beaucoup mieux pour le médecin généraliste qui reproche beaucoup de choses à l'hôpital et notamment de ne pas savoir pourquoi que son patient a été hospitalisé, pourquoi il a été hospitalisé et que quand il y a une lettre, elle arrive souvent très tardivement. Le patient est sorti, revenu
à domicile et vient chercher les médicaments et le médecin traitant est juste pas au courant. Donc cette sortie d'hospitalisation est vraiment considérée à l'heure actuelle par nos institutions, mais par les professionnels, que ce soit de ville ou d'hôpital, comme vraiment une fracture dans le parcours de santé du patient. Et c'est vraiment réellement délétère pour lui. Nous allons le voir. Notamment, il y a les réhospitalisations précoces là, qui sont importantes. Oui, ça s'annonce comme être l'indicateur de non-qualité par excellence. Vous voyez, sur ces différentes courbes, on ne va pas passer trop de temps, je voudrais juste que vous cibliez celle qui est noire. Et sur la flèche, eh ben, elle indique que pour la catégorie des patients âgés de 75 à 79 ans qui ont été hospitalisés, cette personne présente une probabilité de l'être à nouveau de 22% dans un délai de moins de 30 jours. Ça veut dire qu'un patient sur 5 qui a été hospitalisé à cet âge-là va revenir à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un lien avec le médicament? Alors, il y a un lien avec le médicament. Parmi les causes de réhospitalisation, je vous rappelle que le médicament est une des 3 causes majeures. D'accord. Donc, représente 50% des événements indésirables. Il y a vraiment un lien de Oui, oui, il y a vraiment un lien de causalité. Et s'intéresser à ce problème veut dire que vous diminuerez les réhospitalisations précoces, ce qui veut dire que vous diminuerez l'activité de vos établissements de santé. On a intérêt à en faire un projet institutionnel quand on se lance là-dedans, parce que je ne pense pas que votre directeur soit enthousiaste à l'idée d'avoir moins d'hospitalisation dans son établissement. Moins, mais peut-être dans de meilleures conditions pour le patient. Oui, tous travaillent ensemble de concert. Voilà. Oui. Donc du coup, on va peut-être. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Donc les recommandations, la réglementation. Est-ce qu'on peut faire des choses alors pour que ça s'améliore tout ça? Alors cette prise de conscience, qui est quand même au départ une prise de conscience des professionnels, qui l'ont revendiqué haut et fort en disant il faut trouver des solutions, mais ont généré de la part de nos institutions la publication d'un décret en 2016 où dans ce décret, décrit la situation à l'admission et à la sortie. Alors à l'admission, c'est de la ville vers l'hôpital. Le praticien ou le médecin traitant doit communiquer les traitements en cours, les allergies connues, etc., du patient au médecin hospitalier. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'on le décrète dans un décret que pour autant ça se fera. Mais et c'est là qu'on voit la question de Christine avait son importance, parce que le jour où on aura des systèmes d'information matures, performants, et qui nous faciliteront les échanges, on aura progressé. Mais c'est aussi des comportements qu'il faut adopter. Alors c'est très difficile de réaliser cette pratique si le patient arrive aux urgences, mais dans les programmés, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et notamment peut-être, lorsque vous décidez d'hospitaliser un de vos patients, demandez au pharmacien d'officine d'établir la liste qu'il peut faire avec le dossier pharmaceutique et vous la remettre, vous, médecin traitant, ou vous, médecin hospitalier, pour savoir ce qu'a le patient à son admission à l'hôpital. Mais à la sortie, c'était la deuxième préoccupation de cette réglementation, toujours dans le même décret. Et ce décret a été consolidé par des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il faut remettre le jour même de la sortie, sachez que c'est difficile dans un hôpital, mais il faut remettre au patient une lettre de liaison à la sortie. Donc, et cette lettre de liaison doit également arriver au médecin traitant. La Haute Autorité de Santé recommande d'ailleurs de la configurer d'une certaine façon. Et ce document, cette lettre de liaison, qui doit être mis au patient et au médecin traitant le jour de la sortie, doit être archivé dans l'établissement. Alors on voit bien que c'est pas toujours réalisé comme ça. Ah non, on n'en est pas encore là. Mais je crois que les gériatres ont beaucoup œuvré pour formaliser cette lettre de liaison, si on peut la regarder. Voilà, vous en avez un exemple ici. C'est un parcours de soins appelé Médicis. Vous voyez, enfin, ça a l'air un peu compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la réglementation impose 3 volets. Un petit peu la taille, peut-être 3 volets. Vous devez, à l'hôpital, quand on remet cette lettre de liaison, il doit y avoir un paragraphe sur les médicaments. Et il faut avoir, les 3 colonnes réglementaires sont, premièrement, quel était le traitement du patient à son admission? Pas facile ça. Quel est le traitement à poursuivre maintenant qu'il est sorti d'hospitalisation et pourquoi
il y a des changements, donner les explications. La Haute Autorité de Santé a rajouté une colonne qui est en fait la première colonne de ce tableau. C'est que pour chaque ligne de médicament, il faut préciser à quelle pathologie ou à quelle indication ça se raccorde, pour donner du sens clinique à la lecture et faciliter la détection de prise en charge inappropriée. Donc il y a d'autres tableaux qui succèdent dans ce parcours parce qu'on explique aussi si le patient est observant et comment le patient gère ses médicaments. Mais vous voyez que ce document est à la fois signé par le chirurgien et le pharmacien de l'établissement pour être remis aux médecins traitants, mais aussi aux pharmaciens d'officine. Et n'oublions pas les infirmières, parce que les infirmières libérales, à part la prescription, par exemple, de la gentaline à injecter chez le patient, elles ne savent pas le motif et elles ne savent pas quels sont les autres médicaments, et donc elles sont dans l'impossibilité de réagir. Donc il faut vraiment avoir une mobilisation, ville-hôpital, tout type de professionnels, le prescripteur, le dispensateur, l'administrateur. Alors concrètement, comment ça peut se faire dans un hôpital, ça, parce que ça semble être quand même un travail conséquent de faire le lien entre le traitement d'arrivée, celui qui est en cours, ce qu'il faut poursuivre, qui va le remplir, comment ça va marcher? Alors, en fait, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle démarche qui a été développée, décrite par la Haute Autorité de Santé qui s'appelle la conciliation des traitements médicamenteux, ce qu'on appelle volontiers maintenant, on abrège conciliation médicamenteuse. Alors, il faut savoir se réorganiser et il faut construire un processus très formalisé où, lorsqu'un médecin prescrit, où qu'il soit en ville ou à l'hôpital, ils connaissent tous les médicaments que prend le patient ou qu'il devrait prendre, hein, parce que parfois il s'est prescrit mais il ne les prend pas. Et il faut y associer le patient parce que c'est à la fois une source d'information, mais vous verrez une barrière de sécurité. Quand on s'organise de cette façon, alors le processus est particulièrement décrit dans un outil qui s'appelle la conciliation des médicaments en établissement de santé, eh bien on arrive à prévenir et à corriger les erreurs. Vous avez vu tout à l'heure 23 000 patients, presque 23 000 erreurs à l'admission qui ont été interceptées. C'est quand même la méthode la plus puissante d'interception des erreurs médicamenteuses. À l'heure actuelle, pour information, l'HAS travaille sur la conciliation des patients cancéreux, mais elle travaille également sur la conciliation des patients insuffisants rénaux dialysés. Donc vous voyez que c'est une démarche elle donne énormément de satisfaction aux médecins, elle donne beaucoup de travail aux pharmaciens, elles satisfont les infirmières parce qu'elles ne sont plus dans l'incertitude et l'obligation d'interpréter des prescriptions incomplètes. Donc vous avez ici un tableau qui montre que les 4 étapes de la conciliation, c'est il faut recueillir les informations, il faut les systématiser, il faut les synthétiser sous forme d'un bilan médicamenteux, et pas un bilan de médication, c'est autre chose ça, et il faut que ce bilan soit validé en règle générale par un pharmacien. Voilà. Et puis après, une fois que vous avez ce bilan médicamenteux consolidé, en lequel on peut avoir confiance, il faut le partager, il faut l'exploiter, et beaucoup de professionnels l'exploitent, autant le médecin que le pharmacien, que l'infirmière en ville comme à l'hôpital. Alors une petite remarque de Bernard qui nous dit que la T2A valorise les EIG, et les réhospitalisations. Voilà, c'est un humour tout à fait adapté à cette situation. Et alors, il va maintenant falloir se battre contre ça. Ça va peut-être être laborieux, mais on va y arriver. Bon, on va terminer sur un chapitre quand même très important, finalement, qui est de l'éducation du patient, et puis comment est-ce qu'il peut intervenir lui aussi dans sa propre sécurité. Oui. Alors, il faut savoir construire l'accompagnement du patient. Alors, je ne parle pas d'éducation thérapeutique parce que les patients polypathologiques, polymédicamentés, il est très difficile de monter des programmes d'éducation thérapeutique. Soyons plus light, faisons de l'accompagnement par des pharmaciens, par des infirmières, par les médecins. Et en tout cas, si les médecins ne s'impliquent pas, parce que ce n'est pas toujours leur tasse de thé, il faut savoir leur retourner l'information sur ce qui a été acquis par le patient au cours de son parcours de soins et de cet accompagnement. Donc, c'est qui les personnes intéressées par cet accompagnement, en fait? Alors, pour devenir accompagnant sur la prise en charge médicamenteuse du patient, évidemment, ça concerne tous les professionnels de santé, mais ça peut être aussi ceux que choisit le patient. Il a envie d'être avec son infirmière. Ceux qui ont l'envie
Les pharmaciens d'officine se mobilisent de plus en plus et ils ont la possibilité de le faire, ils ont les locaux de confidentialité. Mais il y a aussi ceux qui se forment et quand on est formé à l'éducation des thérapeutiques, on a juste le bon profil et puis il y en a qui s'organisent pour arriver à le faire. Voilà. Et les patients, eh bien, parce qu'il faut le penser, il y a ceux qui souhaitent, parce qu'il y en a qui ne le veulent pas, mais c'est très rare. Je peux vous dire que chez nous, sur 1000 patients, on a eu 2 patients qui ont refusé, donc pour vous dire que ce n'est pas beaucoup. Ceux qui donnent leur accord après information, il faut les sensibiliser, hein, ceux qui sont les plus à risque, parce qu'on ne peut pas faire tous nos patients. Et donc il est intéressant, non pas de prioriser les risques, mais de profiler le risque du patient. Je trouve qu'il y a une différence, parce que personne ne doit être mis sur le côté, et bien entendu, ne pas oublier leurs aidants. Donc, il y a aussi, on parle beaucoup de l'écoute du patient, qu'on n'écoute pas beaucoup. Donc, il y a vraiment une question de posture aussi par rapport à tout ça. Tout à fait. La posture est extrêmement importante. Vous savez bien que la communication, c'est le lieu de tous les marasmes quand elle n'est pas bien appréhendée. Il faut avoir un comportement très empathique, bienveillant, être à l'écoute, sans jugement, et puis surtout prendre connaissance de quel est le niveau de cognition du patient, parce qu'il y a un moment donné, ce n'est pas à lui qu'il faut s'adresser, mais à son aidant, parce qu'il n'a pas les facultés de comprendre les messages qu'on veut lui faire passer. Ce qui va nous obliger, nous, professionnels de santé, et je vous l'expliquais tout à l'heure, à s'exprimer différemment. Nous avons un jargon technique et scientifique. Nous nous comprenons, nous, entre professionnels, mais le patient, il ne faut pas dire qu'un antivitamine K, le Préviscan, votre médicament, est un anticoagulant. Il faut lui expliquer, il ne faut pas lui dire que ça va fluidifier son sang, il faut lui dire que ça va rendre votre sang beaucoup plus liquide. Ah oui. Et quand on comprend ça, on se dit, mon Dieu, on a encore beaucoup de chemin à faire pour tout expliquer entre les pathologies, les facteurs de risque, les conduites à tenir, les risques. Mais il faut aussi savoir changer notre discours et le rendre accessible aux patients. Et quand ce n'est pas le patient qui peut, sa famille. Et ça s'apprend, ça. Et ça s'apprend. On avait parlé de simulation dans un topo précédent. Ben, ça s'entraîne aussi en simulation, ce genre de choses, de posture. C'est pas forcément si simple que ça. En fait, changer de langage par rapport à être à la portée du patient. Oui. Alors, il y a des conditions, je pense, qui sont appropriées. Vous vous en doutez, hein, le lieu approprié pour le patient, il n'est pas forcément... Enfin, il est malade, il ne peut pas rester longtemps debout, donc ce n'est pas derrière un comptoir que ça peut se faire. Il faut qu'il soit assis, que ce soit accessible avec une confidentialité, il faut qu'il se sente bien. Il faut qu'on lui consacre du temps. Ça, c'est peut-être le problème, parce que qui dit temps dit argent. Et est-on payé pour consacrer autant de temps à notre patient, pour le sensibiliser? Donc après, il faut réfléchir bien entendu sur les séances, le rythme de ces séances, la temporalité donc, et puis quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut lui apprendre. Donc tu parles de séance, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un contexte d'éducation thérapeutique ou ça peut être fait lors de l'hospitalisation, au cabinet médical? Alors lors de l'hospitalisation, voilà. Dans la pharmacie, mais quand l'infirmière se rend au domicile de patient, quand le patient se rend chez son médecin traitant et quand il est dans son lit, il n'a pas grand-chose à faire, on pourrait peut-être prendre le temps de le rencontrer à l'hôpital pour lui parler de ses traitements et lui expliquer pourquoi ça change. Donc, en général, il faut focaliser sur 4 temps. Il faut absolument arriver à connaître le patient, son niveau de compréhension des termes, hein, ses ressources. Et ces ressources, c'est comment ça se passe autour de lui. Est-ce qu'il est aidé voilà. Définir ses priorités. Il faut absolument formaliser un livret de sortie pour mieux l'accompagner. Il faut mesurer son adhésion thérapeutique. Il y a des outils pour ça. Il faut savoir comment ça se gère. Le livret personnalisé, c'est la 2e séance. Là, c'est très clairement, il faut prendre le temps de lui expliquer pourquoi il y a des changements dans son traitement lorsqu'il revient à domicile et s'appuyer sur cette fameuse lettre de liaison. Ne pas oublier le plan de prise, c'est fondamental. Je pense qu'il ne faut plus qu'un patient sorte de l'hôpital sans un plan de prise et quand il quitte une officine, il faut qu'il ait un plan de prise. Connaître tous ces professionnels, parfois il ne sait même pas comment les contacter, ses rendez-vous. Le 3e temps, c'est qu'il faut lui apprendre à s'auto-observer. Il faut qu'il sache regarder si à un moment donné, il a pris 3 kilos, mais il les a pris en 6 mois ou il les a pris en 3 jours.
En 3 jours, ça veut dire que ça annonce une décompensation de son insuffisance cardiaque. Donc, il faut lui apprendre ça. Quels sont les risques liés à sa pathologie et liés à ses traitements, surtout s'il n'est pas observant. Et oui. Donc, en gestion de risque, ça s'appelle porter l'alerte. Et oui. Le porter le plus tôt possible. Tout à fait. Et c'est à partir du moment où on l'aura sensibilisé qu'il va jouer ce rôle-là et qu'il va s'autonomiser. Parce que le patient veille à sa santé, veille à son autonomie et veille à son bien-être. Donc on est bien sur la logique de, finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en cas de problème. Voilà. Que faire en cas de problème? Déjà, il faut lui dire quels sont les problèmes qui l'attendent. Et c'est des problèmes différents d'un patient à un autre. Et puis du coup, lorsqu'on a identifié les problèmes qu'il est susceptible de rencontrer, comme par exemple cette prise de poids trop rapide, eh bien, il faut travailler avec lui sur comment réagir, lui apprendre à se le relever quand il tombera, parce qu'il risque de tomber, etc., etc. À la fin, je pense qu'il est important de le laisser se raconter. Il doit réexpliquer tout ce qu'il a appris au cours des séances précédentes et il doit expliquer ses soucis de santé et les questionnements qu'il a. Il faut arriver à l'encourager, il faut lui expliquer l'importance de toujours disposer sur lui de la liste de ses médicaments et éventuellement utiliser le livret pour noter ce qu'il y a d'important à restituer à son médecin traitant. Donc, on parle beaucoup de patients acteurs de sa santé. Donc, on va aller un petit peu plus vite qu'on arrive au bout de notre exposé. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants. Alors, si tu veux, je vais vite faire un focus sur 2 cas. Mais il est clair qu'il faut prendre en compte des dimensions logistiques, organisationnelles, le niveau de cognition, on l'avait dit, les comportements et les dimensions psychologiques. Alors, si on regarde en logistique, par exemple... Hop. Vous voyez, si vous voulez rendre le patient acteur de sa santé, il faut lui poser des questions sur comment il gère ses médicaments à domicile. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il a un aidant? Est-ce qu'il écrase ses comprimés? Est-ce qu'il ouvre ses gélules? Vous voyez, toutes ces petites questions qui semblent anodines construisent dans sa tête, en fait, des comportements plus vertueux qu'il n'en a. Et souvent, il y a des pharmacies pleines de tas de choses qui ne sont pas toujours bien gérées, en fait. Oui, alors ça, il faudrait peut-être un jour se poser la question comment faire pour que ces armoires à pharmacie soient moins pleines que pleines. Mais là aussi, hein, on revient à la question de Bernard, c'est que les pharmaciens aussi d'officine ont intérêt à vendre des médicaments parce que c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Donc il faut se reposer la question de la rémunération à l'acte. C'est quelque chose qui est en cours. Si tu veux passer la diapo suivante. Voilà, ce point-là me paraît important. Vous voyez, le patient a-t-il compris les liens entre symptômes, maladies, médicaments? Mais bien sûr que non, il n'est ni médecin, ni pharmacien, ni infirmier. Mais par contre, vous lui posez la question, quel est le dernier médicament que vous avez pris ou qui vous a été prescrit? Et quel est le dernier problème de santé que vous ressentez? Vous lui posez ces questions, il est capable d'y répondre. Le lien, c'est vous qui le ferez et qui lui expliquerez que finalement, eh bien, le fait d'avoir des œdèmes de ses membres inférieurs qui lui font des chevilles plus énormes qu'énormes et la prescription du dernier inhibiteur calcique, eh bien, il y a un lien et que peut-être qu'il faut repenser sa prise en charge au niveau cardiovasculaire. Vous voyez, ça, c'est des petites choses très simples, mais qu'il faut intégrer dans notre pratique au quotidien et dans la relation qu'on a avec lui. Ça suppose de lui parler et de communiquer efficacement avec lui. Eh bien, ça suppose ça. On va passer sur... alors, le comportement, bien entendu, on a vraiment un grave problème en ville. Beaucoup de patients sont seuls et confus, mais on ne sait pas qu'ils sont confus. Comment on fait pour savoir qu'ils sont confus? C'est très simple, hein, que vous soyez dans le cabinet médical ou que vous soyez en officine, une infirmière à domicile. Posez ces 4 petites questions. Il suffit qu'ils ne répondent pas à l'une d'entre elles. En quelle année sommes-nous? Dans quelle ville sommes-nous? Où habitez-vous? Et il doit donner son adresse et le nom de sa ville ou de son village. Quelle heure est-il, matin ou après-midi? Une seule de ces questions. Il n'y répond pas. Ben, c'est que vous avez en face de vous un patient confus. Et donc, vous devez anticiper le fait que demain, il se retrouvera avec ses médicaments à gérer tout seul. Et par conséquent, c'est un futur client de nos hôpitaux, c'est sûr. Alors, on a aussi souvent des problèmes d'observance, mais c'est peut-être lié aussi au fait que le patient, avec sa maladie, il ne la vit pas forcément bien, il ne l'accepte pas toujours facilement. Non.
Non, et si vous saviez comme il est capable d'aller chercher toutes ces thérapeutiques alternatives complémentaires qui sont juste impressionnantes, et je pense que il faut arriver là aussi par des petites questions à lui faire comprendre où il en est et accorder de l'importance à l'observance des traitements que prescrit son médecin traitant. Mais s'il ne les prend pas, il faut qu'il explique aussi pourquoi il ne les prend pas. Parce que prendre de la metformine à midi alors qu'on est au travail, c'est peut-être pas si simple que ça. On arrive au bout, donc oui. Si on devait conclure, alors... on a plein de choses encore à raconter, mais si on pouvait conclure sur les perspectives de tout ça... Eh bien, la perspective, elle est simple pour moi. Si on raisonne, et le gouvernement veut que nous raisonnions en termes de parcours de soins du patient, il faut rémunérer le parcours de soins du patient vertueux. C'est-à-dire qu'un patient, nous avons mis en place, nous, ce qu'on appelle le parcours de soins Médicis, où le fil conducteur est le médicament, en ville comme à l'hôpital. Donc, on a une liaison forte autour du patient avec nos professionnels de ville, les différents métiers, et de l'hôpital. Mais oui, on a réussi à diminuer de 15% les réhospitalisations et donc on a des rentrées moins importantes dans notre établissement. Donc le principe est d'arriver à un moment donné que l'assurance maladie finance les activités vertueuses d'un parcours de soins qui diminue l'iatrogénie et le risque de réhospitalisation, si important dans notre pays. Il y a une petite réflexion de Jean-Claude qui nous dit qu'il y a aussi les fabricants d'épées de Damoclès qu'il faut appliquer dedans aussi. Oui, oui. Oh, ça serait presque une séance à part entière, mais vous avez tout à fait raison de souligner que les industriels se préoccupent de l'effet du médicament et des effets indésirables, et insuffisamment, en fait, de la façon dont, à un moment donné, un médicament se prend et se conduit. Alors, il peut simplement être énorme, ce médicament est difficile à avaler, il ne s'écrase pas, il nécessite des modalités d'administration juste effrayantes, qu'il faut être sorti de Polytechnique pour comprendre. C'est de plus en plus difficile, les noms sont de plus en plus complexes, les substitutions avec les génériques, évidemment, il y a un bien fondé à utiliser les génériques, c'est moins cher, mais lorsqu'on ne communique pas sur les traitements d'un patient, eh bien, on peut avoir un patient qui prend 4 statines, 2 spécialités de génériques, et c'est pas un cas d'école, c'est un cas authentique qui est survenu dans notre établissement. Bon, mais pour terminer, je voulais vous dire qu'on a quand même parlé de problèmes de comportement et de problèmes culturels sur la communication avec le patient et l'implication du patient. Et merci court, Marie-Christine. Et donc la Haute Autorité de Santé a engagé aussi un travail sur comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer cette culture de l'implication du patient dans ses soins, à la fois du côté des professionnels, mais aussi du côté de la population, bien sûr, parce qu'il faut aussi une communication large pour que les patients se sentent aussi concernés par leur propre sécurité. Voilà, donc merci Edith, et merci à vous tous qui avez participé, avez été tous bien fidèles là, pendant toute cette heure. Si vous avez envie de revoir l'émission, évidemment, vous pouvez regarder en replay, la recommander à d'autres qui peuvent la regarder. Et puis on vous dit à bientôt, au mois de décembre, où on parlera d'un sujet tout à fait différent, mais très intéressant aussi, qui est le syndrome de Diogène. Ah, très donc bien. Voilà, merci à tous, et puis merci à vous. Soirée. Merci. Au revoir à tous.